depuis 2 ans, j'ai recommencé à fréquenter mon piano, puis c'est ça aussi, c'est du temps que je voulais pour justement sortir de ma tête, sortir des enjeux sociaux, sortir du développement de projet, puis juste, tu sais, être en création, puis être en connexion avec de la musique, avec les arts. Fait que je me suis remis aussi à peindre. Donc, ça a vraiment, la COVID, pour moi, en tout cas, elle m'a vraiment amené à libérer du temps, changer peut-être de la perception de ce que c'est qu'une carrière réussite, accomplie, exactement. Où là, je trouve qu'avec l'espace que je me suis autorisé, les déplacements là, que je fais, de pouvoir aller justement, de me dire, ben j'ai réussi quand même à tout réduire, refuser parfois ou décaler, puis il y a une souplesse puis une flexibilité qui me rend vraiment heureuse d'avoir, tu sais, je suis contente d'avoir créé ça dans ma vie, dans la quarantaine aussi, tu sais. Bienvenue au 17e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. J'ai le bonheur aujourd'hui de vous présenter Evelyne Ferland, 44 ans. Evelyne est cofondatrice d'une coopérative de développement économique et culturel axée sur les projets autochtones. Elle est aussi maman de jumeaux et sa famille partage son temps entre Shawinigan et Conakry, en Guinée, d'où est originaire son conjoint et le père des enfants. Sa vie est fascinante et son énergie contagieuse. Dans l'entrevue, on parle de son enfance avec des parents divorcés, une réalité qui n'était pas si courante dans les années 80. Elle me raconte ses premières aventures à l'international, notamment à La Réunion et en France, ainsi que sa découverte de l'Afrique. On parle des défis et des bonheurs d'une vie familiale sur 2 continents à la fois, de son travail avec les Premières Nations en tant qu'autochtone, de sa redécouverte de sa passion pour le piano au temps de la COVID et de ce qui pourrait rendre l'avenir meilleur. Merci de partager ce moment avec nous. On se retrouve à la fin. J'accueille aujourd'hui Evelyne Ferland à La Quarantaine. Bonjour Evelyne. Bonjour Brigitte. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Je dois vérifier d'abord ton éligibilité. Quel âge as-tu? J'ai 44 ans. Phew, OK, on est correct. On peut continuer. Evelyne, j'aimerais te demander de me parler de ton quotidien. Juste pour mettre la table, pour donner à nos auditeurs une impression de à quoi ça ressemble ta vie au jour le jour. C'est une bonne question parce que ça fait plusieurs années que je travaille à avoir un quotidien différent au jour le jour. Mais je dirais qu'aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, je suis installée à Shawinigan. Je n'ai pas mes enfants à mes côtés alors qu'en principe, ils sont toujours avec moi. Je suis toujours mariée avec un charmant Guinéen du nom d'Ibrahim qui est en Guinée en ce moment justement avec mes enfants. Et je passe ma vie entre du travail à mon compte, du travail au sein d'une coopérative que j'ai cofondée avec des amis atikamekw et des loisirs, des arts, du piano, du ukulélé, un peu de marche aussi, je dirais. J'aime tellement la variété que tu as dans ton existence. Donc, présentement, tu es à Shawinigan au moment où on se parle, en novembre 2022, mais tu vis pas toujours à Shawinigan. C'est exactement ça. Oui, bon, en fait, mon conjoint et moi, on a chacun des ambitions, des désirs, des souhaits, une vie qui nous est chère, même si ça fait 12 ans qu'on partage notre vie. Donc, on a toujours gardé chacun notre pied dans notre continent. Donc, lui, il est en Guinée, à Conakry. Moi, je suis à Shawinigan, mais depuis 7 ans. Avant, j'étais à Montréal. Et puis, on fait la navette. C'était moi avant qui la faisais beaucoup. En fait, je l'ai rencontré là-bas dans le cadre d'un mandat de travail, de prospection. Ensuite, il est venu, on a bougé. Quand on a eu les enfants, c'était encore facile de bouger, même qu'on avait le loisir de se donner des petits rendez-vous ailleurs dans le monde. Puis quand l'école a commencé, là, on a comme été un peu plus confrontés à nos choix, à nos styles de vie, à la distance et l'éloignement. Puis là, après avoir tenté des fois
de juste partir en vacances avec les enfants, essayer l'école à la maison. Là, en ce moment, on est complètement installé à Conakry. Les enfants vont à l'école à Conakry. Et moi, pour des raisons professionnelles, je suis revenue au Québec là, quelques semaines pour accomplir du travail en présentiel. Wow! J'ai tellement hâte de te poser plein de questions pour comprendre comment tout ça t'est arrivé, mais d'abord, on va reculer d'une quarantaine d'années et peut-être même de 400 ans, si tu veux. Parle-moi de tes origines. Ben, mes origines, si on fait juste les 4 décennies, je suis une fille de Lanaudière. Moi, j'ai grandi, je suis née à Joliette, puis j'ai grandi entre Berthierville et Saint-Gabriel de Brandon. À l'époque, là, j'étais une des rares enfants du divorce et on me promettait un avenir vraiment pas radieux à cause de ça. Heureusement, la société a évolué, les modèles familiaux ont changé aussi, ils ont évolué. Je dirais que je me suis quand même souvent sentie étiquetée, pris dans une cage quand j'étais en région. J'avais donc hâte de partir de là-bas. Je réussissais bien à l'école, on me qualifiait de nerds. J'étais quand même fière de bien réussir, mais je trouvais qu'on se privait de beaucoup d'éléments de ma personne en utilisant exclusivement, tu sais, comme les ados peuvent le faire, là, un élément de ma personne. J'avais donc hâte de partir. Puis là, je suis partie à 17 ans à Montréal pour le cégep. Contre toute attente, je suis allée à Brébeuf. Je voulais pas aller là. Je voulais faire un bac international. J'étais déjà appelée par les voyages, tout ça. Puis ma mère a incité. On a fait le tour de tous les cégeps qui offraient le bac international pour ce que je choisisse. Puis le dernier, ça a été Brébeuf. J'y allais à reculons. Puis c'est les portes ouvertes que j'ai le plus aimé. Fait que je me suis inscrite là-bas. Et ben là, ça m'a ouvert, ça l'a comblé aussi ben mon désir d'apprendre. J'ai été vraiment gâtée, mais l'espèce d'intérêt que j'avais pour les autres cultures aussi. J'ai tout de suite eu plein d'amis d'un peu partout, montréalais surtout, mais tu sais de différentes origines. J'étais la petite fille de la campagne, là, c'était plutôt rigolo là, avec tous ces gens de la grande île de Montréal. Puis puis c'est ça. Ensuite, université. Je voulais faire de l'enseignement. J'ai pas du tout aimé les collègues avec qui j'étais à l'université Laval. Je me disais, hey, si c'est ça ma vie, puis mes collègues, il me semble que je vais m'ennuyer. Donc, j'ai abandonné. Je suis allée à Bishop's University parce que je voulais améliorer mon anglais. Ensuite, je me suis inscrite à l'UQAM en relations publiques. Après une session, j'avais envie de lâcher. Ma mère était complètement découragée, là. On se rappelle la fille qui réussit bien à l'école puis qui est pas capable de se brancher, là. Puis qui aurait pu être médecin, blablabla, là, tu sais. Puis pour essayer de faire passer ma pilule des études, je me suis dit, tiens, je vais partir en échange étudiant. Fait que je suis partie 1 an à l'île de la Réunion, dans le milieu de l'océan Indien. Ben, pas le milieu tout à fait, mais quand même dans l'océan Indien, près du Madagascar. De là, j'ai voyagé, mais j'ai aussi fait une rencontre assez déterminante. C'est mon amie Karine, qui est une Atikamekw d'Obidjouane, puis c'est avec elle que j'ai créé, il y a 7 ans, la coopérative pour laquelle maintenant je travaille puis que je fais du développement. Puis donc, on vient de faire là un recap de 30 ans presque. Attends une seconde, tu as rencontré Karine, une Atikamekw, à La Réunion? Exactement. OK, attends, il faut qu'on aille à l'autre bout ça. du monde pour se rencontrer, pour devenir des très grandes copines, pour ensuite passer un peu de temps à Montréal. On a été coloc à Montréal, on a toujours été des grandes amies. On voulait faire un jour un projet ensemble, on savait pas lequel, puis à un moment donné, on était juste comme tannés de travailler pour les autres, je dirais. On voulait monter nos propres projets, on voulait avoir de la liberté au travail, dans les choix de travail, puis s'épanouir avec nos envies. Puis c'est là qu'on a décidé de créer une coopérative de travailleurs, qu'on a converti 3 ans plus tard en coopérative de solidarité à prédominance travailleurs. Mais comme on voulait plus de membres autochtones dans notre coop, parce qu'elle est légalement considérée comme autochtone au niveau des ratios, du membership, du conseil d'administration, tout ça, dans la gouvernance. Donc, on l'a converti en coop de solidarité, mais c'est quand même les travailleurs qui gèrent la coopérative. Donc, toi, par contre, t'as pas d'origine non. Dans les Premières Nations au Québec? Non, je suis vraiment... tu
sais, j'ai jamais vraiment, tu sais, je pense que j'ai un oncle qui a fait notre arbre généalogique, là, mais tu sais, je me considère comme une Québécoise, une caucasienne, là. Il y a pas grand écart D'origine de d'origine. colon français ou quelque chose comme ça, là. Voilà, probablement, là. Puis si c'est pas à 100%, c'est proche. OK! Hey, c'est vraiment fascinant. Tu vois, moi j'habite Vancouver. Il faut que tu saches que si tu prends une très longue aiguille et tu la passes de Vancouver par le milieu de la planète Terre, donc par le cœur en fusion de la Ouais, le planète, noyau. l'aiguille va ressortir quelque part dans le coin de Madagascar et de la Réunion. Donc, je trouve ça absolument fascinant que tu sois allé si loin pour découvrir ce qui est devenu ta vie d'aujourd'hui. Exactement, en partie, mais je dis en partie, mais pas seulement parce que c'est à partir de là que je suis allée au Madagascar, je suis allée à l'île Maurice. J'ai adoré l'Afrique à partir de là, puis j'ai voyagé par la suite, j'ai fait de la coopération internationale, je me suis monté mes propres projets pour finalement un jour être je suis allée même vivre en France. Puis un jour, j'étais de retour au Québec. Je travaillais dans une entreprise d'économie sociale en gestion écologique de déchets. Puis il y a comme eu une opportunité d'aller prospecter en Guinée. Puis moi, je m'ennuyais à ce moment-là. Vraiment, ça faisait peut-être 5 ans là, que j'étais installée au Québec. Puis j'étais dans la trentaine, fin vingtaine, début trentaine. Puis je me suis dit, moi, je la veux, cette opportunité-là. J'ai convaincu le CA d'y aller. Puis je suis revenue avec un contrat de travail, puis quelques mois plus tard, ben j'avais un copain, puis quelques mois plus tard, ben si j'avais un mari, puis j'avais des enfants. Tout ce qu'on trouve. Et puis donc souvent on se trouve chanceux parce que c'est des charmants jumeaux, garçons-filles qui ont 9 ans maintenant, qui sont, tu sais, vraiment des petits enfants du monde, des petits citoyens du monde avec une réalité familiale très diverse parce qu'il faut aussi mentionner mon conjoint il est musulman, fait qu'on est comme interreligieux, interculturel, inter-tout là. Ouais, est-ce que, juste pour revenir à tes origines pour un moment, est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, dans ton enfance ou peut-être la perspective de tes parents qui te prédestinait à ce genre de parcours-là qui est à la fois éclectique, mais aussi vraiment, comme tu l'as mentionné plusieurs fois, très ancré sur la découverte des autres cultures? Tu sais, est-ce que c'était une valeur qui faisait partie de ta famille ou est-ce que ça vient de quelque part? Non, ça vient pas. J'ai pas tant voyagé avec mes parents, mais tu sais, j'ai toujours été soutenue par mes parents. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais les cheveux courts. On me disait souvent que je ressemblais à un garçon, puis j'assumais ça. Tu sais, j'ai comme, je pense que c'est peut-être justement un peu les conditionnements puis les carcans dans la société dans laquelle on était. Puis j'étais pas capable de dire ces mots-là quand j'étais jeune, là, mais qui faisait que j'avais tout le temps envie d'aller voir un peu ailleurs puis de me dire, crime, ça peut pas être juste ça, ça doit être différent. Et puis après ça, de fil en aiguille, quand on rencontre des gens, différentes cultures, on se crée des amis, on voyage, on rencontre des gens, on va les visiter, on a comme toujours un hébergement fourni quelque part sur la planète, là, tu sais, ça devient à un moment donné comme un style de vie. Puis, tu sais, j'ai mis mon talent académique à l'apprentissage de langue. J'ai une certaine facilité avec les langues. Donc, après Bishop's University, le blocage de l'anglais, je me suis mis à l'italien, à l'espagnol, à l'arabe. Puis, tu sais, là, j'apprends les langues plus de la Guinée. Le malinké, le soussou. C'est pas... je me débrouille, là, mais tu sais, ça permet quand même d'ouvrir les cœurs des gens, puis de créer des relations, puis des dynamiques intéressantes quand on vit à l'étranger, tu sais. Wow! C'est tout un parcours, je trouve ça vraiment absolument fascinant. Quand tu penses à ta communauté d'aujourd'hui, je vais te dire ça candidement, la plupart des gens à qui je parle ont 2 ou 3 volets de leur identité, souvent assez locales, tu sais, ou s'identifient comme soit par leur métier ou la communauté dans laquelle ils font partie, tu sais. C'est quoi ton ancrage? Ou peut-être que t'en as pas, c'est correct aussi, tu sais, mais as-tu l'impression qu'il y a quelque chose qui est ton ancrage aujourd'hui? Ben là, ça va faire un peu spirituel mon affaire, mais tu sais, je suis ancrée vraiment dans mes désirs puis dans qui je pense être.
Et cette personne-là que je suis, bien, elle est autant Madame Camara. Tu sais, quand je suis en Guinée, je perds mon prénom, mon nom de famille, là, je deviens Madame Camara. Mais Madame Camara, elle a sa vie, elle a son réseau. Puis je me sens vraiment bien accueillie dans ma belle famille et dans le pays en général. Quand je suis avec les Premières Nations, ben j'ai appris à développer mon rôle d'allié. Tu sais, donc je parle rarement en leur nom. C'est sûr, si on prend une bière puis on me pose des questions, je peux donner mon opinion, mais je me sens comme un Québécois qui est dans un processus global de réconciliation avec les premiers peuples puis qui peut servir de pont là-dedans. Puis je me sens quand même aussi ancrée à tous ces travailleurs qui souhaitent changer le monde ou en tout cas améliorer le système dans lequel on évolue. Peut-être aussi briser des carcans qui nous empêchent de faire des changements qui m'apparaissent comme nécessaires dans la société pour aujourd'hui, pour le futur. Je suis quand même ancrée aussi avec qui sont plus anonymes là, mais je sais qu'on est nombreux, mais tu sais j'en côtoie évidemment au quotidien, mais je sais qu'on est nombreux à avoir envie de ce changement-là, puis je me sens appartenant à ce groupe-là aussi. Est-ce que en fait, comment ça se passe avec parce que je pense que le Québec est là, à beaucoup d'égards, à cette, le carcan peut-être que tu avais, tu disais l'enfant du divorce, dans les années 70-80, c'était un peu différent. Là, il y avait vraiment effectivement une étiquette, puis une sociale, puis un poids, puis tout ça, mais à beaucoup d'égards, du point de vue d'une société conservatrice, je pourrais imaginer que certains trouveraient ton mode de vie assez différent. Est-ce que du côté de la Guinée, de ta belle famille, puis tout ça, en fait, comment c'est perçu? Comment ça marche, ton intégration de ce côté-là? Ben le fait d'avoir, bon, il y a plusieurs angles que je pourrais aborder pour ça. Le fait d'avoir connu beaucoup de pays d'Afrique avant de finalement adopter, me marier avec la Guinée et Ibrahim, ça aide parce que on me perçoit comme une personne très facile d'accès, qui se mélange aux gens. Ensuite, tu sais, je suis consciente que j'ai quand même c'est le mot discrimination positive qui me vient en bouche, mais c'est probablement pas le bon terme, mais c'est sûr que le fait d'être étrangère, ça teinte les biais, ça teinte les perceptions, donc je suis autorisée, je dirais, à avoir une vie différente qu'une femme guinéenne aurait. Et j'ai aussi un conjoint qui voyage beaucoup, qui est en affaires, qui est devenu patriarche tôt, donc ses deux parents sont décédés, il avait le début vingtaine, donc il s'est retrouvé le plus vieux garçon de sa famille, chef de famille, donc il a aussi ses droits à ses styles de vie et ses goûts, donc il défend aussi, tu sais, il m'aurait pas choisi là si ça avait été compliqué pour lui aussi là. Je sais que j'ai eu le rubber stamp familial là, comme c'est la culture qui l'exige, mais c'est ça. Je pense que c'est un combo de tout ça qui fait que c'est qu'on m'accepte tel que je suis. C'est sûr que je fais des petits changements dans mes comportements là, tu sais, quand je suis là-bas, mais j'ai pas l'impression de me marcher dessus ou de, tu sais, d'avoir deux vies, une double vie là. Wow! OK. J'aimerais retracer avec toi ta trajectoire. Tu l'as fait vite, tu sais, la table des matières, des choix que tu as fait du côté des études qui t'amènent à ta vie d'aujourd'hui. On peut le prendre chronologiquement, mais des fois, j'aime aussi l'aborder d'un point de vue plus impressionniste, tu sais. Oui. C'est quoi, à ton avis, les moments charnières, les grands choix, ou des fois c'est des petits choix mais qui ont des gros impacts, ou des fois il y a des choix qui sont faits pour nous aussi, ou qu'on fait pas puis ça finit par se faire à notre place. C'est quoi d'après toi les choix charnières qui expliquent en quelque sorte où tu en es dans ta vie aujourd'hui à 44 ans? Ben, je dirais, tu sais, un choix charnière, je l'ai mentionné, on l'a abordé, c'est d'aller à l'île de la Réunion, parce que j'avais été aussi acceptée en Australie, mais mon cœur m'a dit, j'irai jamais à l'île de la Réunion, tu sais. Puis il y a un volcan en activité là-bas, tu sais. Mais j'avais jamais pensé que je rencontrerais quelqu'un qui est encore dans ma vie aussi présente maintenant, comme mon amie Karine. Ensuite de ça, un autre moment charnière, c'est quand je me suis dit, ouais, la coopération internationale, ça a ses limites. Je trouve que, tu sais, je suis pas sûre que c'est si utile que ça. C'est le fun pour moi qui voyage, mais
je suis pas sûre que on change le monde comme ça. Donc, c'est un moment où j'ai décidé d'aller plus vers du boulot de bureau, mais j'ai quand même gardé les envies du voyage. Fait que, tu sais, là, j'étais allée en stage à la Délégation générale du Québec à Paris. J'ai pris un programme vacances-travail pour la France. J'ai habité presque 2 ans là-bas. Ça aussi, je pense que le temps que j'ai passé sur le continent européen, ça l'a aussi ouvert mon esprit parce que c'est tellement petit comme continent et divers en culture, tu sais, par rapport à nous qui devons faire on fait des très grandes distances, puis on est toujours au Québec, au Canada ou aux États-Unis, tu sais. Il y a ça. Dans les moments charnières, après, c'est quand j'ai décidé de l'apprendre comme sur le tas à gérer une entreprise. Donc, moi, j'avais un bac en communication, relations publiques, mais je me suis comme retrouvée à intégrer une entreprise qui s'appelle le Consortium écologique, tu sais, qui fait de la gestion écologique des déchets dans les aires publiques. Puis, à l'époque, la direction m'avait dit, tu sais, comme, tu pourrais, tu sais, j'aurais besoin de toi pour être adjointe de direction. Puis j'étais là, ouais, mais moi, je suis pas vraiment de la nature à être un adjoint de direction, tu sais. Puis il m'a dit, ouais, mais ça m'aiderait, puis tu vas voir, il y a des changements qui vont se passer, puis éventuellement, je suis devenue directrice adjointe, tu sais. Donc, on a changé le mot de côté, là. Mais donc, j'ai comme appris la gestion d'entreprise, d'économie sociale sur le tas. Donc, la gestion des ressources humaines, la gouvernance, développer des partenariats, développer des projets. Je me sentais très utile à l'époque aussi, tu sais, dans ce contexte-là. Donc, c'était une période, au lieu d'aller faire des études en contexte formel académique, ben, tu sais, je me suis beaucoup formée en travaillant. Et puis, évidemment, là, il y a eu ensuite le fait de dire, ben moi, je vais aller en Guinée, là, je vais aller prospecter là-bas. Puis je me suis retrouvée après à aller travailler en Guinée, mais j'ai aussi réussi à décrocher un mandat en Mauritanie, toujours avec la même entreprise, fait que ça me plaisait bien. Donc ça, je dirais que c'est les moments charnières. Puis après ça a été mon saut à Shawinigan. Tu sais, c'était en 2015. Tu sais, avec les jumeaux, j'avais pas de char avant d'avoir des enfants. J'étais vélo comme une auto. Je me disais, avec un enfant, tout irait bien pour ce style de transport actif. Mais quand tu sais, avec 2, c'était plus possible. Fait que je me suis acheté une voiture 7 jours avant ma césarienne. Puis le premier hiver, on était en Guinée, fait que tu sais, je savais pas ce que ça représentait encore, mais le deuxième hiver, les vignettes, le déneigement, l'appartement au 3e étage, pas d'ascenseur, le stock que ça demande des jumeaux, ben un bébé tout seul, mais comme faut faire x2. J'avais comme des envies de bouger en région, puis j'avais dit à Ibrahim, c'est mon dernier hiver à Montréal, tu sais. On s'en va. Il me dit, mais on s'en va où? Je dis, à Shawinigan. Il me dit, chez ton ami à Tikamek. J'étais là. Je dis, ouais, je me rapproche pour la business que je suis en train de créer. Tu te souviens, tu sais? Il dit, mais il y a pas de noir là-bas. J'étais là, il y en a 9. Tu vas être le 10e, tu sais. C'est une masse critique. C'est ça. Puis, puis il a fait, OK, je te suis. Puis finalement, tu sais, quand il est au Canada, il adore ça. La vie ici, la maison qu'on a trouvée pour vraiment, on aurait un petit appartement à Montréal, là, ça se compare pas. La qualité de vie, la qualité aussi des loisirs, tu sais, comme au lieu d'organiser une fin de semaine complète pour faire une marche de 2 heures dans le bois, ben on peut la faire à la fin du boulot, on peut la faire à tout moment. On a la rivière Saint-Maurice, tu sais, en tout cas, le cadre de vie est vraiment intéressant, je trouve, pour s'épanouir. Puis quand mes enfants me disent pourquoi que c'est comme qui ont compris qu'ils avaient grandi à Montréal, ils me disent pourquoi on n'est plus à Montréal. Je leur dis que c'est pour qu'ils aient la chance d'aller en appartement à 17 ans à Montréal, tu sais. Et revivre cette expérience que toi, tu as eue quand tu es allé au cégep. Exactement, mais en même temps, quand je les regarde aller, eux qui ont voyagé beaucoup, puis qui ont le pied dans 2 cultures, puis tout ça, tu sais, on n'aura pas du tout le même... la même vie, même si, tu sais, on a une vie, on est des complices, là, je les appelle mes 2 complices, puis tu sais, j'aime ça les regarder aller, voir leur capacité d'adaptation, justement, que moi, j'ai compris que j'avais cette capacité-là quand j'étais dans la vingtaine, alors que eux, c'est comme si leurs parents leur avaient imposé de la développer depuis toujours, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Après, Shawi, je dirais que c'est un peu ça l'autre moment charnière. Puis pendant la COVID, j'étais vraiment, je me disais, crime, j'aurais pas pu imaginer que
que c'était un aussi bon move, là, comme on dit, parce que, tu sais, je l'ai moins, tu sais, en région, je pense qu'on l'a moins subi que dans les grandes villes, là, le confinement, les couvre-feux, tout ça. Moi, je pouvais quand même faire un feu de camp sur mon terrain, même après 8 heures, par exemple. Donc ça a été aussi, ça l'a aidé parce que, tu sais, je me suis rendu compte, moi, à ce moment-là, que j'avais un agenda ben trop chargé. Tu sais, j'avais la coop à temps plein, j'enseignais à l'Institut Kiuna, le Cégep des Premières Nations, j'avais des charges de cours en coordination d'événements. Donc, 8 étudiants autochtones d'un peu partout sur le territoire qui veulent faire des événements, puis là, du jour au lendemain, il y en a plus d'événements, puis tout le monde retourne en communauté. Donc là, enseigner en ligne. Puis j'avais aussi un cours au Cégep de Trois-Rivières en ligne pour la formation continue, aussi en coordination d'événements. Donc j'avais comme c'était malsain comme agenda, tu sais, parce qu'avec les enfants, l'école fermée et tout, puis là, ça m'a amené vraiment à faire des décisions sur la quantité de travail que je voulais mettre, le temps aussi personnel que je voulais me consacrer. C'est drôle, ma mère, quand j'ai déménagé à Shawi, elle m'a renvoyé mon mon piano. J'ai fait du piano pendant 8 ans quand j'étais jeune, puis j'y avais dit « Ah, donne-le pas, je veux le garder. » Fait que dès que je suis déménagée, elle me dit « T'as de la place, nous, on le veut plus. » Fait qu'elle me l'a soigné. Là, la bête est arrivée chez moi. J'étais comme « OK, tu sais, c'est moi qui voulais ça. C'est un bel objet, oui, mais tu sais, depuis 2 ans, j'ai recommencé à fréquenter mon piano, puis c'est ça aussi, c'est du temps que je voulais pour, justement, sortir de ma tête, sortir des enjeux sociaux, sortir du développement de projet, puis juste, tu sais, être en création, puis être en connexion avec de la musique, avec les arts. Fait que je me suis remis aussi à peindre. Donc, ça a vraiment, la COVID, pour moi, en tout cas, elle m'a vraiment amené à libérer du temps, changer peut-être de la perception de ce que c'est qu'une carrière réussie, accomplie, exactement. Où là, je trouve qu'avec l'espace que je me suis autorisé, les déplacements là, que je fais, de pouvoir aller justement, de me dire, ben j'ai réussi quand même à tout réduire, refuser parfois, ou décaler, puis partir en Guinée. Je me suis installé un petit bureau à Conakry dans notre cour familial, puis je me fais bien rire quand mais tu sais, quand je vais m'installer à mon bureau, parce que je trouve que je me suis créé des belles conditions. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est vraiment dans les 2-3 dernières années là, que ça s'est priorisé, je dirais, dans mon espace, là, tu sais. Donc, la question initiale, là, quand on dit « c'est quoi ton quotidien », il y a 3 ans, ça aurait été vraiment très carré, je pense, mon quotidien, alors que maintenant, il y a une souplesse puis une flexibilité qui me rend vraiment heureuse d'avoir, tu sais. Je suis contente d'avoir créé ça dans ma vie, dans la quarantaine aussi, tu sais. Je t'écoute, puis je veux pas dire que je suis épuisée parce qu'en fait, je me sens énergisée par tout ce que tu fais. Mais la question que je me pose, et je suis sûre que plusieurs se la posent aussi, mais c'est comment tu fais pour... Tu sais, ma mère disait... je pense que ma mère disait ça, je sais pas si elle écoute, elle va me dire, j'ai jamais dit ça, mais il me semble que c'est une expression familiale, tu sais, j'ai perdu mes petits chats, là, tu sais, il y a des... j'ai des affaires qui courent partout, puis je trouve ça... fascinant d'un côté, mais comment, même si tu dis, puis là encore, tu dis que tu en fais moins que tu en faisais il y a 3 ans, tu sais, comment tu conjugues tout ça, puis en plus sur 2 continents? Ben, je me plais à dire que j'ai de la génétique qui le permet, dans le sens où je pense à mes 2 grands-pères, là. J'ai un grand-père qui était très énergique, que c'était sa réputation, puis souvent il disait que moi j'étais de race. J'avais cette énergie-là, cet entrain-là, qui fait que les amis souvent sont comme « Ah, Evelyne, elle, c'est elle qui va fermer la soirée, c'est sûr, là, tu sais. » Donc, il y a ça. Puis mon autre grand-père, il est décédé tout récemment, 3 jours avant ses 102 ans. C'était un homme excessivement impliqué dans sa communauté, puis c'était des beaux modèles, tu sais. Puis mes parents aussi ont tout le temps été là-dedans. Donc, tu sais, comme quand tu as vu toujours des parents qui bougent, qui font plein de choses, on dirait que tu suis ça, puis tu fais de l'espace, tu le sais pas trop.
Mais ça se fait. Ensuite de ça, pour garder la tête au-dessus, là, je dirais, de la mêlée, moi, je médite. C'est une pratique que je me permets. C'est sans prétention dans le sens où je suis une méditante parce que dès qu'on médite, on peut se qualifier comme ça, mais c'est comme 10, 15, 20 minutes, ça me fait du bien. J'ai trouvé que ça avait apporté des changements aussi, tu sais, au lieu, tu sais, c'est ça, moins d'alcool, mettons, tu sais, genre même, tu sais, dans c'est ça, les les échappatoires, là, si on veut, même. Ça m'aidait. Ça m'aide encore, je dirais, de méditer. Puis je me permets des loisirs. J'aime ça aller voir des concerts, j'aime ça quand même aller prendre une bière avec les amis, j'aime ça bouger physiquement. Moins en ce moment, mais tu sais, je suis quelqu'un qui, tu sais, puis je m'écoute, là, si en ce moment j'ai moins envie de m'entraîner, je m'entraîne moins, mais j'ai un corps, j'aime ça le mettre en action. Fait que, tu sais, c'est tout ça, je pense, qui fait que je jongle avec mes petits chats. Mais vu que je m'écoute, tu sais, vu que dans le fond, j'ai l'impression d'être à mon écoute et non d'être en réaction aux attentes des autres, ben, tu sais, c'est comme tout se fait plus facilement aussi. Wow! Je suis vraiment impressionnée. Je me considère une personne pas mal organisée, tu sais. Mais je suis en grande admiration. Puis en plus, tu sais, t'as l'air sereine là-dedans. Si je t'attrapais un autre jour, est-ce que t'es pas mal toujours comme ça? Je suis pas mal toujours comme ça maintenant. C'est un peu les éléments que la méditation est venue amener. Je range mes ongles quand même. Ça a pas changé encore. Je cherche la recette magique pour ça. Mais donc, tu sais, j'ai une forme d'anxiété puis de stress qui doit sortir d'une certaine façon. Euh, mais la méditation m'a amené les pas de recul pour vraiment moins m'impliquer émotionnellement. Tu sais, reconnaître là, les émotions, mais aussi, tu sais, avoir un détachement qui fait que, tu sais, même si un truc m'irrite, c'est quand même pas toute ma vie qui est irritante. Tu sais, je travaille beaucoup cette espèce de jeu-là des perceptions, puis de où est-ce que je me situe dans une situation qui est gênante ou particulière. Tu sais, c'est pas toujours rose, là, avoir un conjoint qui est pas là, puis toi, t'es là, t'as la charge comme des enfants, puis t'as les gens qui te disent que, hey, ça a pas de bon sens, là, t'as la charge des enfants, il est où le père, tatati, tatata, tu sais, jauger tout ça. Fait que c'est comme des genres c'est ça. La méditation, ça m'a aidé à ça, à me créer une espèce d'espace, là, puis de me dire, bon, tu sais, il y a rien de parfait, mais tu sais, même si je pense que personne n'a une vie parfaite, là, fait qu'après, c'est aussi d'être dans nos choix. Puis, fait que je pense que oui, si on se croisait en dehors, ça serait sûrement ça. La plupart du temps, ça va bien, en gros. Oui, ben c'est ça, tu sais, je suis en santé, mon entourage est en santé, tu sais, je considère que j'ai une vie, tu sais, d'abondance, là, d'amitié, d'amour, d'opportunités. J'ai des choix, tu sais. Avoir le problème d'avoir des choix, c'est une grande chance, tu sais. Donc, j'essaie de voir, tu sais, souvent, ma signature de courriel, c'est soit en joie et le reste viendra, tu sais. Puis c'est ça que j'essaie d'incarner au quotidien. Ça marche, ça me donne plein d'énergie. Je pense que tu parles d'abondance, c'est aussi la gratitude, Oui, c'est ça. l'appréciation de la beauté de la vie, de la beauté de ta vie, tu sais. Oui, exactement, c'est ça. Tu sais, c'est un choix, hein, de se dire, tu sais, le fameux verre, il est-tu à moitié plein, il est-tu à moitié vide? Ben, tu sais, j'ai choisi qu'il soit à moitié plein. Puis, puis c'est ça. Moi, mon père m'a appris ça aussi, parce que lui, il a vécu des défis au niveau de sa santé. Puis je l'ai vu évoluer. On a une relation très proche parce qu'il est venu souvent me visiter à l'étranger. Donc, on a passé un moment donné une relation de père-fille à genre à voyager ensemble. Puis, tu sais, on est allés ensemble, entre autres, au Madagascar. Puis là-bas, toute la faune, 80% de la faune de la flore qui est endémique à cette île-là. Puis on a fini par se dire qu'on avait eu un voyage, tu sais, on avait développé une relation endémique parce que, tu sais, c'était particulier, tu sais, de voyager ensemble. Tu sais, j'avais début vingtaine, puis... puis après ça, il est venu 2 fois en Guinée, tu sais, il est venu en France, tu sais, c'est ça.
Mais ma mère aussi, avec son conjoint aussi, mais un peu plus tard dans le processus de mes voyages. Mais quand même, j'ai la chance qu'ils soient venus aussi me voir en France, puis en Guinée aussi. Puis à l'époque, je me souviens, là, ma mère, elle voulait voir l'Afrique noire. Elle a été servie, là, mais elle était là ils étaient là 3 semaines, puis après 2 semaines, c'est la crise d'Ebola qui a commencé. Aïe, On a aïe. appris, on était en Guinée, on écoutait la télévision, puis on apprend à France 24 qu'il y a Ebola à Conakry, puis on était comme « Oh! » Puis là, les enfants qui passent de main en main là-bas, là, fait que tu sais, je sais que ça n'a pas été facile pour elle aussi de ce voyage-là à cause de cet élément-là qui était pas facile pour personne, là, mais ça rajoutait une couche de spicy, disons, là, dans le voyage. Il faut s'adapter à une perception du risque un peu différente. Tout à fait. C'est sûr que, ben, tu sais, puis la perception du risque, là, autant quand les gens me disent « T'es sûr que ton mari, il te trompe pas? » Ben, tu sais, je sais pas, mais toi, il peut te tromper aussi en habitant avec toi, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, vivre avec le risque à tous les égards, là, que ce soit sanitaire ou autre, tu sais. En Guinée, oui, il y a des risques, tu sais, finalement, on l'a tout attrapé, la malaria, puis même si on prend des pilules préventives, mais on pense qu'on l'a eu moins fort, justement, à cause de ces pilules préventives-là. Puis on a les moyens de se payer le traitement, mais tu sais, c'est ça, ça fait partie des risques du style de vie puis de nos choix qu'on fait. C'est un équilibre entre les risques et les récompenses. Ouais. D'une vie comme ça. J'aimerais te demander, on est passé vite là-dessus, j'aimerais te poser un peu plus de questions sur ta relation avec la communauté Atikamekw, la coop que tu as créée avec ton amie Karine et d'autres. Parle-moi un peu de ce qui t'a attiré à travailler avec la communauté, puis comment ça se passe. Juste, dis-moi en plus. En fait, ce qui m'a attiré à développer la coop, c'était parce que avec mon ami, on voulait faire un projet, puis on trouve, tu sais, comme on avait toutes les deux une bonne connaissance des modèles d'entreprise d'économie sociale, puis on s'est dit, ben le modèle coop, pourquoi pas, allons vers ça. D'autant plus qu'elle me disait que ça se rapprochait aussi des pratiques, tu sais, traditionnelles là, du vivre ensemble des Premières Nations. Fait que je me suis lancée là-dedans en me disant, bon, tu sais, je suis au Québec de toute façon, je vais voyager dans mon propre pays, tu sais, je vais être en contact avec d'autres cultures. J'avais déjà commencé, j'avais visité, tu sais, j'étais allée à Obidjouan, à Wemontashi, à Wendake, son conjoint est Wendat. Elle a des amis Innu, Benaki, je veux dire. J'avais déjà commencé à en côtoyer, mais c'est pas comme travailler avec eux pour le développement de leur communauté ou de leur des projets autochtones, même hors communauté. Puis ça me rappelait, tu sais, ça, un petit peu mes plaisirs de vingtaine, tu sais, d'international. Donc, je dirais que ma motivation, elle venait de là, puis elle vient aussi du fait que j'ai cette habileté-là à écouter les gens, puis à transformer leur envie de projet en projet concret sur papier, chiffré, puis d'aller comme, ouais, on essaie de le faire, puis de le faire. Souvent, quand on a les moyens de le faire, c'est là où moi je commence à me dégonfler. Tu sais, mon côté peut-être un peu, je me dégonfle pas, je veux que le projet réussisse, mais si c'est trop routinier, je préfère que quelqu'un prenne la suite de la gestion du projet pour que moi je puisse aller faire de l'idéation, conception sur autre chose. T'aimes ça faire du démarrage? Oui, si on veut. Faire du démarrage, tu sais, rêver à l'impossible, essayer de le rendre possible, tu sais, j'aime bien ça, ces choses-là. Et puis, ben, tu sais, comme, même si j'ai créé ma propre coop, puis nous, on s'était dit notre mission, pas sur papier, la mission, c'était de se créer des jobs de qualité, mais nous, on se disait c'était de se créer une job de rêve, tu sais. Mais même, tu sais, dans un contexte d'entrepreneuriat, c'est pas toujours la job de rêve. C'était pour ça que j'avais été interpellée par Kiuna, parce que moi, j'avais organisé beaucoup d'événements dans ma vie, puis je faisais de la gestion écologique de déchets, entre autres dans les événements spéciaux. Donc, beaucoup le côté opération logistique de l'événementiel. Fait que, tu sais, je m'étais dit, ah, tiens, ça va combiner un autre bagage avec ma réalité que je connais, mais je testais parce que j'étais comme classée vraiment dans les derniers à être appelée en entrevue, dans le sens où la priorité est évidemment donnée aux membres des Premières Nations avant d'arriver à un alloctone, là, comme on utilise souvent le terme là, dans le milieu. Mais je savais que si on m'appelait en entrevue, j'avais des bonnes chances
parce que j'ai quand même une habileté à verbaliser, vulgariser, puis je savais que les étudiants que j'allais avoir, peu importe de quelle communauté ils venaient, j'allais pouvoir créer une relation de qualité pour après ça, tu sais, servir à l'apprentissage parce que c'est important. Tu sais, donc quand ils te voient arriver, c'est qui cette dame allochtone là qui va m'enseigner? T'as quoi? T'as un cours ou deux là pour changer la tendance, mais c'est comme ça dans même n'importe quelle classe là, peu importe les cultures aussi là, tu sais, on jauge vite nos enseignants, tu sais, pour savoir est-ce que je vais avoir du fun à apprendre ou pas, est-ce que je comprends quand elle m'explique ou pas. Puis si je décide que je comprends pas, je comprendrai jamais non plus. Donc, mais je savais que j'avais cette habileté-là par tous mes voyages, puis ma connaissance quand même des réalités des Premières Nations acquises par la coop, parce maintenant, on n'a pas que des membres Atikamekw, il y a des membres Wendat, et nous, on travaille avec des Abénaquis, on travaille avec des Anishinabés, on a des contrats avec des commissions aussi, donc les commissions qui sont issues de l'Assemblée des Premières Nations du Québec du Labrador. Donc, je côtoie maintenant des personnes de plein de nations, là, même des Inuits. Donc, tu sais, ça m'a permis aussi beaucoup d'apprendre sur notre histoire cachée, notre histoire invisibilisée, de choisir ma posture aussi là-dedans. Tu sais, je peux pas porter le fardeau du passé, là, mais je peux quand même contribuer à un avenir meilleur pour tout le monde, puis où il y a une plus grande compréhension. Puis ça, c'est drôle parce qu'une fois, j'étais avec Ibrahim à Wendake, chez Karine et Louis-Carl, son conjoint, puis il y avait que des Autochtones et lui, Africain, puis j'étais la seule allochtone blanche, là, puis à un moment donné, Ibrahim me dit « Chérie, tu sais, c'est toi le colon de la place, tu sais. » Genre, fait que là, tu sais, d'un coup, là, je me disais « Ah, c'est ça, je porte la colonisation française de l'Afrique, puis tu sais. » Fait que là, on avait bien ri de tout ça, mais tu sais, je me disais « Ouais, ben quand même, je pense que je me débrouille dans ce contexte-là, mais je trouve ça intéressant de pouvoir aussi le partager, mes perceptions, ma compréhension, pour peut-être aussi sans... Tu sais, je vais pas prêcher là à la, tu sais, chacun est où il est là dans son processus, mais tu sais, c'est vraiment pas si compliqué que ça de se comprendre puis d'améliorer nos relations en général, tu sais, tu sais, dans tout ce qui est les débats de dominant-dominé, racisé, etc. Là, tout ce qu'on a pu voir aussi dans les dernières années, soit avec les Slaves et ces autres genres d'enjeux-là de société qui sont sortis parce qu'il y a des voix maintenant qui s'expriment. Puis moi, ça, je me dis, c'est positif, là, tu sais. C'est plus qu'on n'a pas le droit de rien dire, c'est que maintenant, il faut s'attendre à être répliqué. T'sais. Et ça, c'est beau d'avoir cette chance-là d'être dans un milieu où on a le droit de parler, tu sais. Parce qu'il y a des endroits où on peut pas. Ça s'améliore un peu, d'une certaine façon, à tout le moins. C'est ça, à tout le moins. T'sais, peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais en même temps, on peut pas, tu sais. Et puis, ça amène des fois, c'est des zigzags, hein. Il faut chirer à gauche pour, tu sais, après, tu sais, je veux dire, c'est pas un chemin tranquille, mais tu sais, encore une fois, tu sais, on a le choix. Est-ce qu'on se dit que ça changera jamais puis que c'est de la merde, ou bien on se dit qu'il y a des petits changements positifs. Il y a des acteurs de changement aussi qui s'impliquent, puis on est capable de trouver des exemples où c'est harmonieux, puis qu'il se crée des belles choses, tu sais. Puis c'est là aussi le choix, tu sais, de voir ça sans que ça soit rose, mais au moins d'aller vers le plus positif pour garder l'énergie puis l'envie de faire quelque chose là-dedans aussi. J'ai une question piège pour toi, peut-être. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ta vie présentement? Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui te cause des maux de tête, t'empêche de dormir, peut-être? Qu'est-ce que tu perçois comme une difficulté à dépasser, peut-être? Une difficulté à dépasser... ben, tu sais, là, c'est parce que tu poses la question, fait que ça m'occupe pas non plus nécessairement, mais c'est certain que, tu sais, là, je suis installée en Guinée. On s'est dit, on fait ça pour 1 an. Donc, on est comme un peu de, bon, OK, what's next après? Je suis curieuse de voir comment les enfants, à la fin de l'expérience, vont être, parce que c'est sûr que là,
sais, eux, ils vivent des changements. C'est plus être juste en vacances chez papa, hein, tu sais, c'est être à l'école dans un contexte scolaire vraiment différent. Donc, de les accompagner là-dedans, tu sais, de me dire, crime, est-ce qu'on leur fait subir ça? Est-ce que c'est-tu juste moi qui pense que c'est positif pour eux, tu sais? Je dirais que ça m'empêche pas de dormir, mais c'est dans mes préoccupations du moment, tu sais. Parce qu'on me dit, Madame Camara, vous allez rester combien d'années en Guinée? Puis moi, je suis comme, ben, au départ, on venait 1 an, là, tu sais, mais je veux pas trop non plus dire ça parce que je me dis, ça parle tellement vite là-bas que, tu sais, j'étais là, je sais pas, on verra, tu sais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'occupe parce que, tu sais, est-ce que je vais pouvoir maintenir du travail à distance encore? Est-ce que ça va exiger que je revienne de façon régulière au Canada? À quel prix? Ça vaut-tu la peine? Tu sais, il y a comme là des calculs qu'on va faire, mais je me sens pas encore rendue là, dans le sens à ne pas endormir, mais je sais que c'est des questions qui s'en viennent. Wow. OK. As-tu des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans la vie? Non, pas tellement. Ben, tu sais, je me suis souvent dit, j'arrête après le bac parce que je pense que ça me prend de l'expérience avant de faire une maîtrise. Ben, puis finalement, je l'ai jamais faite, cette maîtrise-là. Je dis pas que je la ferai jamais, mais elle est pas non plus dans une visée. Est-ce que c'est un regret? Je suis pas sûre, mais tu sais, c'était quelque chose que je m'étais pas mal dit que je ferais, que je ferais probablement pas. Mais je suis quand même ouverte aux surprises de la vie, là. Mais peut-être que j'en sens plus le besoin parce que j'ai appris autrement puis que je suis dans un contexte de vie qui m'amène à échanger avec des gens puis que j'apprends toujours. Puis sinon, c'est ça, là, non, j'ai pas vraiment de gros regrets, là, de dire j'aurais donc dû pas prendre cette décision-là. Exactement. Je l'ai pas, ça, cette cassette-là dans la tête. Peut-être que j'ai aussi travaillé fort un moment donné pour me dire juste comme suis tes choix, aie confiance, puis tu sais les parcours, il y a pas de parcours de ligne droite là, en tout cas à mes yeux, tu sais, fait que puis j'ai jamais été non plus dans un milieu où c'est ça qu'on me disait, là. Je pense que là-dessus, tu sais, je suis encore en gratitude, mettons, à mes parents pour l'espèce d'espace, là, d'éducation puis d'épanouissement qu'ils ont créé, malgré le fait que eux étaient à contre-courant à l'époque, là, en étant justement divorcés, puis donc, non, c'est ça, quand même. Merci la vie. Mais je me demande si ce entre guillemets, fardeau-là, avec lequel tu as débuté, cette différence-là, t'as pas, en quelque part, donné à tout le moins la perspective de c'est correct de faire les choses différemment, puis regarde, ça marche bien pour moi, tu sais. Je me demande si ça t'a pas donné une forme d'énergie ou de capacité, d'entraînement pour faire les choses différemment dans le reste de ta vie après. C'est fort possible. C'est drôle parce que mon père, une fois, m'a rappelé que j'avais comme appris à l'école que c'était pas normal de pas vivre avec mes parents ensemble, tu sais. Comme pour moi, c'était comme tellement intégré parce qu'il faut dire, là, j'avais 1 an quand ils se sont séparés, fait que j'ai vraiment aucun souvenir de vie familiale. Mais j'ai 4 parents, tu sais, ils sont rematchés, tu sais, j'ai toujours eu, tu sais, comme 2 maisons, etc., des amis chez mon père, des amis chez ma mère. Mais c'est ça, je pense que c'est vrai ce que t'amènes parce que quand j'étais jeune, tu sais, c'est ça, je te disais, moi, les étiquettes, ça me fatiguait, les carcans, ça me fatiguait. Je me souviens, quand j'étais jeune, je disais, je voulais être une police parce qu'il n'y avait pas de femmes dans la police. Puis un moment donné, plus tard, j'en ai vu, puis on me disait, veux-tu être encore police? Je dis, ben non, parce que là, j'en vois là, des femmes dans la police. Pas besoin, ils n'ont plus besoin de moi. C'est ça. Tu sais, j'avais ce genre de réflexion-là. Tu sais, quand mes oncles, mes tantes me parlent, j'avais comme ce genre c'est des trucs comme ça qui m'occupaient. Je me souviens aussi au primaire, il y avait des étrangers du Cambodge ou du Laos qui étaient arrivés, tu sais, puis moi, tu sais, mon premier réflexe, là, c'était d'être allée avec pour travailler. Tu sais, quand on disait « mettez-vous à 2 », elle parlait pas le français du tout. J'étais allée à côté. J'avais goûté une pomme grenade pour la première fois de ma vie parce que c'était la collation qu'elle avait amenée, tu sais. Fait que je pense que
ça devait être en moi, là, cette curiosité-là, puis cette envie de voir plus grand. Puis là, plus tu voyages, plus tu rends compte que tous tes cadres de référence, ben, ce ne sont que des cadres de référence liés à où t'es né, dans quel contexte t'as grandi, contexte familial, mais contexte de société aussi. Puis là, tu peux te mettre à relativiser un petit peu tout, à l'infini même, je dirais. Et donc, ton cadre de référence, c'était d'avoir un cadre de référence flexible, tu sais, Oui. ouvert, qui n'était pas justement dans le carcan. Le mot qui me vient, je pense pas au mot français, mais c'est... on parle des fois de pionnier, tu sais, mais pionnière, mais je pense c'est en anglais trailblazer, tu sais, ou quelqu'un qui... Ouais, une sorte d'éclaireur, comme. ouais, il y a un peu de ça, tu sais, de créer ton propre sentier là où il n'y en a pas nécessairement, mais c'est pas plus grave. Mais L'aventure, ça fait partie du processus. ben c'est vrai parce que tu sais là-dessus ma mère était plus comme chemin droit si on veut puis elle m'a souvent manifesté ses inquiétudes plus jeune sur le fait que je choisissais toujours les sentiers non battus, tu sais. Puis moi j'étais comme ben tu sais, merci parce que je me sens bien outillée pour être capable de faire ça, tu sais. Fait que j'ai pas l'impression de choisir le plus compliqué, même si aux yeux du monde, j'ai une vie comme, oui, intéressante, là, tu sais, mais compliquée, tu sais. Mais moi, je me plais là-dedans parce que, comme je disais en début, là, de rencontre, tu sais, c'est une grosse partie de mes choix. Fait que, tu sais, à partir de là, tu sais, si un jour je vois qu'un choix est plus adapté, ben, je sais que j'aurai la capacité de bouger. Peut-être pas promptement, parce que ça dépend des choix. Des fois, on peut être surpris. Mais tu sais, j'ai cette capacité-là de rebondir, puis de suivre des occasions ou tu sais, des personnes, peu importe, en tout cas, tu sais, d'avoir, tu sais, de pouvoir me sentir outillée pour ce que le futur tu sais, me proposera. T'as accompli toutes sortes de choses, créé toutes sortes de, de, de parcours, d'aventures, d'entreprises, d'organisations, de projets. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de tout ça? Eh boy, je suis toute un petit peu fière de tout ça, hein. C'est comme, pour moi, c'est comme, il n'y a rien de séparé, c'est tout ensemble, là. C'est une bonne question. Où est-ce que qu'est-ce que je trouve qui me rend le plus fière? Tu sais, des fois, j'ai l'impression, moi, ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir commencé à jouer de la musique. Tu sais, de tout ça, tu sais, qui est très cérébral aussi, quand même, tu sais, d'avoir, tu sais, je suis fière d'être retournée vers des choses que j'aimais quand j'étais jeune, puis que j'ai abandonnées en vieillissant, en me disant que c'était, tu sais, que c'était fini, mais non, ça l'était pas, il y avait ce besoin-là. Donc, mais tu sais, après ça, c'est certain que, tu sais, je suis fière de Coop Nitaskinan parce que c'est un joli véhicule d'affaires qui évolue tous les ans. Il n'y a pas une année pareille, puis on est une équipe qui suivons un peu nos envies aussi, tu sais, de créer comme un milieu de travail collectif dans lequel on peut s'épanouir, mais servir aussi des communautés, des individus, améliorer nos sociétés, là, pas les sorts des individus. On fait pas du service de première ligne, là, dans notre cas, mais tu sais, c'est ça, d'être dans des projets porteurs et positifs, ça me rend fière. Puis, tu sais, souvent, je me disais, tu sais, dans les entreprises collectives, il faut que les entreprises survivent au départ des fondateurs. Quand je dis ça, Karine, ça lui plaît pas, mais tu sais, comme, c'est une image, là, que je lui dis, tu sais, comme, parce que dans le fond, on crée quelque chose, c'est pour que ça reste, c'est pas une entreprise individuelle que quand c'est fini, tu fermes, tu sais, t'as envie qu'il y ait des gens qui embarquent puis tu te dis, crime, quelques années plus tard, si ça vivait encore, là, j'aurais encore plus de fierté, admettons, si je quitte un jour puis je me dis, crime, c'est encore là, cette bébite-là qu'on a fondée. Mais pour l'instant, je trouve ça le fun je suis fière d'avoir créé mon cadre de travail, d'avoir choisi un modèle de coopération, du travail aussi, en quelque sorte, parce qu'on croise des gens merveilleux dans ce milieu-là, de plein d'industries différentes, mais tu sais, du monde qui partage les enjeux de l'entrepreneuriat, mais aussi pas du travail à tout prix, là, tu sais. Donc, je dirais que c'est ça, mes fiertés.
tournons-nous vers l'avenir, tournons-nous vers le futur pour un moment et je vais t'offrir en cadeau une baguette magique que tu peux utiliser Wow. pour changer le monde ou changer ton monde. Supposons pour le moment que tu as des pouvoirs illimités. Qu'est-ce que tu voudrais changer le plus dans l'avenir? Dans le monde, je voudrais changer la crainte des gens à changer. J'aimerais donc que le changement soit quelque chose de plus accessible et qui donne envie à plus de gens pour qu'on puisse changer la trajectoire de l'environnement au niveau de notre planète, mais aussi changer le système, pas de bord en bord, mais tu sais, peut-être réaliser les limites là, du système capitaliste, puis de changer un petit peu la trajectoire ou d'aller vers un futur où les gens, travaillent, ils font pas vivre pour travailler ou en tout cas que, moi, la Guinée, c'est un pays qui est excessivement riche sur le sol, mais qui est excessivement pauvre comme État administratif. Je vois les injustices, je vois les conséquences de mon style de vie ici, d'Evelyne Ferland. Madame Camara, elle constate ça quand elle est là-bas, fait que, il y a comme ça, j'aimerais ça, si j'avais une baguette, qu'on trouve des leaders capables de dire, ben là, guys, ça fait 25 ans qu'on en parle, on commence le vrai changement maintenant. Ça me plairait vraiment, puis que la population, la société, les citoyens, embarquent là-dedans en se disant, ça va être cool de changer, comme quand on a les cheveux longs, puis qu'on se dit, je coupe, je mets de la couleur, let's go, On a un guts, là, à le faire, mais là, c'est ça que je voudrais avec ma baguette. Puis sinon, pour moi, ben, à Conakry, là, il y a des îles, il y a un archipel d'îles en face de Conakry qui est accessible en pirogue facilement ou en bateau speedboat, mais moi, je préfère la pirogue, c'est plus méditatif. Puis ça fait 10 ans que je voyage toujours avec le même piroguier, donc c'est un lieu où j'aime beaucoup aller, puis récemment, j'ai comme on a acheté une petite parcelle là, sur une des îles pour pouvoir se faire une petite maison sur une île, là, tu sais, puis ça, vraiment, là, ça me motive tellement. Parce que c'est pas non plus toujours facile d'aller en Guinée puis de vivre avec la belle famille, là. Tu sais, tout à l'heure, je parlais du patriarche, ben c'est ça, j'ai des belles sœurs, des neveux. Il y a du monde en masse, là, où je vis, là. On est une vingtaine, là, dans la concession. Tu sais, en ce moment, je suis 5 semaines tout seul à Shawi. Ça, c'est silencieux, c'est le calme plat. Là-bas, c'est comme l'action tout le temps, puis quand tu veux un peu la paix, ben, tu sais pas si ça va être, si ça va être compris. Donc là, c'est ça, cette fameuse petite parcelle-là, ça serait comme pour améliorer encore plus, avoir un lieu plus à moi que familial là-bas. Puis, j'aimerais ça comme écrire, écrire un livre ou écrire un scénario ou je ne sais trop, mais m'abandonner, c'est le mot qui vient, m'abandonner plus à la création. C'est sûr qu'il faut manger, hein. Fait que, c'est un peu déchirant. Tu dois travailler, ramasser de l'argent, t'as les charges, t'as les enfants, t'as tout ça. Mais comment faire, puis là, ça, c'est ça. Comment je vais trouver? Je vais le trouver, je sais pas encore, mais grâce à la baguette, peut-être que je trouverai. Mais comment trouver l'espace pour aller vers ça, cette envie-là, cet appel-là que j'ai à créer, puis à faire, un peu comme le podcast, qui reste, qui dure, c'est des rencontres de... On pourrait se dire, on a pris une bière, on pourrait avoir la même conversation, puis elle s'envole dans l'air, là, elle reste éphémère. Oui, c'est ça. Donc, l'éphémère versus la durée. Donc, ça, j'aimerais ça, dans les prochaines années, trouver l'espace pour pouvoir m'adonner à cette écriture-là. Puis après ça, le médium final, on verra, mais il me semble que j'ai des choses à raconter, puis à dire, puis c'est ça. Je serai la première à m'abonner à quoi que ce soit que tu produis. Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter? Tu fais plein de choses, tu es tellement vivante, tu sais. Bon, oui, effectivement, la mort, c'est plate, mais comment tu perçois... qu'est-ce qui pourrait t'arriver qui
qui te donnerait un autre coup. Tu sais, comme la pandémie, tu racontes, tu sais, la pandémie est arrivée, puis là, ben, ça m'a fait reconsidérer les choses auxquelles je disais oui, puis dire peut-être non un peu plus, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t'envisages qui pourraient te ralentir ou t'arrêter un peu? Ben, me ralentir, m'arrêter. Peut-être, tu sais, si la santé de mes enfants venait qu'à se dégrader, ils ont une bonne santé en ce moment, tu sais, Dieu merci. Mais, tu sais, c'est sûr que tant qu'ils sont pas des adultes, tu sais, on se sent, ben même, je pense, quand ils sont adultes, là, mais tu sais, ça a été un des gros changements, tu sais, je prends moins de risques, mine de rien, quand je voyage, depuis que j'ai des enfants qu'avant, où, tu sais, je faisais des trucs, j'étais un petit peu tête brûlée là-dessus, là, tu sais, en scooter, en pleine nuit, pas de casque, rien, que c'est ça, tu sais. Là, tu sais, avec des enfants, tu dis, ouais, s'il m'arrive quelque chose, fait que, tu sais, ce qui pourrait, c'est ça. Si leur réalité à eux, leur santé était affectée, ça me ralentirait ou en tout cas, ça m'arrêterait, ça dépend de ce que c'est. Puis on touche du bois en même temps qu'on le dit, là, parce que là, on est dans les hypothèses, c'est ça. Ma propre santé, tout le temps aussi, dans quelle mesure, tu sais, mais je fais attention, tu sais, j'ai cette conscience-là du corps qui vieillit, de se dire, hey, il faut en prendre soin de cette belle machine-là, même si j'aimerais bien avoir la longévité de mon grand-père, dont je parlais, tu sais, qui s'est rendu à pratiquement 102 ans, qui est mort pas de maladie, juste s'éteindre, tu sais, d'une longue vie comblée. Donc, tu sais, c'est ça. C'est sûr que je prends soin de moi pour pouvoir être en action le plus longtemps possible. Puis je pense que les multiples engagements que j'ai, tu sais, si je me retrouvais isolée ou, tu sais, comme moins de liens sociaux ou autre, je pense que ça pourrait m'affecter parce que, oui, je suis bien, tu sais, quand dans mon monde, tu sais, que ce soit en méditant ou même, tu sais, comme là, j'éprouve du plaisir à être seule à la maison, là, tu sais. Il y a quand même, tu sais, les liens sociaux, l'amitié, pour moi, c'est hyper important, autant que l'amour romantique, si on veut, là. Donc, tu sais, si j'étais privée de cette vie-là, tu sais, probablement que ça m'affecterait plus que je l'imagine, tu sais. Mais sinon, le reste, je me dis... ben, tu sais, ça fait un peu, c'est ça, tout arrive pour une raison, puis tu sais, on reçoit les défis qu'on a à recevoir. Là, c'est facile à dire, peut-être certains vont se dire, ouais, tu sais, comme elle, ça a l'air de bien aller, ses affaires, c'est facile à dire, puis tu sais, j'en suis consciente, puis je le dis pas en comparaison aux autres, mais tu sais, c'est vraiment une philosophie, là, que je me suis appliquée, puis que même quand des fois où ça a peut-être moins bien été, où je me suis dit, coudonc, cette relation-là, tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé, là, de penser à divorcer, tu sais, à me dire, ça tient-tu la route, ça? Puis finalement, t'es comme, ben les sentiments sont là pour vrai. Puis, tu sais, on discute. Fait que, tu sais, face à l'adversité, c'est ça, j'essaie de pas j'essaie de la relativiser, là, tu sais, j'ai jamais eu une adversité générale sur ma personne et ma vie, là. Tu sais, donc, c'est des pièces de puzzle, tu sais. Parlons, pour conclure, peut-être, de... Qu'est-ce que tu voudrais léguer en héritage? Je parle pas nécessairement d'un héritage sur ton testament, là, mais de quelle manière voudrais-tu avoir changé le monde, ne serait-ce qu'un petit peu? On est juste une petite personne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu voudrais laisser derrière? Bon, ben... je pense que, tu sais, j'aimerais ça laisser le fait que c'est pas si compliqué, que tout le monde ait des cultures puis des façons de voir différentes, puis qu'on peut cohabiter puis évoluer puis même construire ensemble malgré tout, tu sais. J'ai souvent une position un peu de pont, d'allié, de, tu sais, tout ça, puis je me sens pas déchirée, tu sais, je me sens... Puis ça, j'aimerais ça, tu sais, si... Certains se disaient, tu sais, cette personne-là que j'ai vue, puis que c'est possible, ou tu sais, un enfant, un jeune qui aurait des envies, puis qu'on dise, ben oui, tu sais, tu peux faire, ça a pas l'air simple ton idée, mais tu peux essayer de le faire parce que c'est possible de faire, tu sais, c'est le genre de truc que j'aimerais, de philosophie de vie que j'aimerais léguer. Tu sais, je me dis, je peux le faire à tout le moins auprès de mes enfants, peut-être mes neveux-nièces. Tu sais, après ça, c'est ça, on est des petites personnes dans un grand monde, là. Le reste, on verra comment si ça peut se léguer autrement, là. Mais
Ouais, je dirais que c'est ça. Merci beaucoup pour l'énergie, le bonheur et la sagesse joyeuse. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je me sens, tu sais. Je trouve que tu donnes l'impression que, effectivement, c'est possible, peut-être même facile, de vivre ensemble en harmonie, malgré le fait que, bon, il y a toujours des défis, tu sais, mais ça me réconforte, ça me fait plaisir. Ça me fait un grand plaisir de découvrir. Ben, en tout cas, Brigitte, moi, ça m'a fait plaisir de participer à ton podcast. J'ai comme envie maintenant de renverser les interviews pour tout apprendre à mieux te connaître. Mais en tout cas, merci beaucoup, puis merci à tous tes auditeurs. C'était une belle expérience. C'est la première fois que j'ai comme à relater comme ma vie comme ça, là. Fait que je pense que dans les prochaines heures, là, je vais cogiter un peu tout ce que j'ai dit en me disant « Ah ouais, ok, faudrait que je me réécoute. Peut-être qu'il y a des pépites pour moi-même là-dedans. » Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 17e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantaine-balado.com et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.